je ne sais pas si la raison principale est de dénoncer les préjugés des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. J'aurais plus envie de dire de dénoncer le double discours des élites sur l'Union européenne, parce que je crois qu'une des particularités, enfin nous croyons, parce que nous sommes deux auteurs dans ce livre avec Édouard Godot, nous croyons qu'une des particularités du rejet de l'UE par les citoyens, c'est que beaucoup de nos élites, dirigeants nationaux et notamment dirigeants français, ont tendance à toujours rejeter leurs propres échecs politiques, leurs échecs économiques, leurs échecs en règle générale sur Bruxelles en disant c'est la faute à Bruxelles. Ce qu'on commence par expliquer dans le livre, c'est que Bruxelles, c'est pas un monstre froid désincarné qui existe en dehors de dirigeants politiques, que Bruxelles, c'est aussi 28 chefs d'État et de gouvernement de 28 États membres qui se voient tous les mois. Donc la France et Bruxelles c'est aussi la France. Il faut arrêter de penser que l'Europe c'est une France en grand, et donc ce qu'on veut déjà commencer à dénoncer, c'est la façon dont nos élites politiques, quand elles sont devant des échecs ou quand elles sont face à une opinion publique, elles sont hostiles, elles ont tendance à dire c'est la faute à Bruxelles, or c'est leur propre faute à ce qu'elles n'ont pas réussi à négocier correctement, et on commence déjà à dénoncer cette espèce de double langage, parce que c'est trop facile de rejeter toujours ses propres responsabilités sur l'extérieur, sur l'étranger, c'est un sport très français, c'est toujours la faute de l'autre. Or, ce qu'on commence à dire, c'est que Bruxelles, c'est chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on a commencé à appeler ce livre l'Europe, c'est nous. Donc, c'est pas tant les préjugés des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne, parce qu'on le voit, notamment on l'a vu en 2005 lors du vote sur le traité constitutionnel européen. Les citoyens, ils sont passionnés par les questions européennes. Ils peuvent s'y intéresser. Le problème, c'est qu'on a des élites politiques et une génération politique aux affaires en Europe et dans chacun des États membres actuellement, qui ont délaissé le rêve européen pour n'en offrir qu'une vision comptable. Et c'est ça que les citoyens rejettent, je pense. C'est pas l'idée européenne. Quand on voit les sondages qui sortent, l'idée européenne est encore, même dans l'opinion publique française, la plupart des gens reconnaissent que la France seule ne peut plus rien face à la mondialisation, face à l'émergence de la Chine, de l'Inde, du Brésil, qu'on a besoin de nos partenaires. Et donc, voilà ce que je voulais commencer à dire. C'est pas tant les citoyens qui rejettent l'Union européenne que leurs élites politiques qui ont abandonné le rêve européen sur l'autel de l'austérité en fait. C'est un peu le début de notre livre. On essaie de commencer par déconstruire cette idée. Alors, l'Europe n'est pas néolibérale par nature. L'Europe n'est qu'un cadre. L'Europe est un instrument. L'Europe, demain, elle peut être écologiste et solidaire comme nous, on le souhaite. Le problème, c'est pas le cadre, c'est les peintres actuels, pour reprendre la métaphore de la peinture. À traité constant, on peut changer la nature de l'Union européenne. Le problème que l'on a, c'est que les dirigeants actuels ont comme seule vision une vision comptable et une vision économique néolibérale de l'Union européenne. Mais si on change de dirigeant politique, et c'est d'ailleurs ce qu'on doit faire à l'occasion des prochaines élections du 25 mai, qui sont dans quelques jours, c'est justement pour changer également la nature des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union européenne. L'Union, hier, était plus gaulliste sociale, demain, elle peut être écologiste et solidaire. Ce n'est pas inscrit, contrairement à ce que beaucoup font croire de l'extrême gauche à l'extrême droite, d'ailleurs très souvent. Le néolibéralisme n'est pas inscrit dans les traités. On peut changer la nature politique et économique de cette Union européenne. Et à partir du moment où on arrive à dire ça, ensuite c'est un combat politique. On n'a pas le choix entre une fuite néolibérale en avant ou un repli sur soi national. Il y a une autre voie, qui est la voie notamment défendue par les écologistes, qui est une famille dont on fait partie, qui sont pro-européens, mais pour une autre Europe. Une Europe qui défende les questions sociales, une Europe qui défende la transition écologique, et cette Europe-là est possible, encore faut-il s'en donner les moyens politiques. En ce qui concerne l'Europe sociale, c'est un marronnier qui revient en permanence. L'Europe sociale est-elle possible? La question, c'est pas de savoir si l'Europe sociale est possible, c'est savoir quelle politique en Europe on peut mener pour avoir des politiques sociales qui aillent dans le sens de l'intérêt des citoyens et non pas dans le sens de l'intérêt des firmes multinationales. Par exemple, on a un combat fondamental aujourd'hui, c'est le TAFTA ou TTIP, qui est un traité de libre-échange. Le traité transatlantique est en train d'être négocié dans le dos des peuples par l'Union européenne d'un côté et les États-Unis de l'autre, par des délégations de chacun des deux pays qui ne donnent même pas aux parlementaires européens toute l'information sur la teneur de cet accord. Or, cet accord porte en lui une fuite en avant néolibérale. Il risque de mettre à mal la plupart des normes sociales et environnementales que l'on a, notamment en Europe, et donc cet accord-là est très dangereux pour la démocratie. Et il faut dire, c'est à l'échelle de l'Union européenne qu'il faut se battre contre cet accord. Donc l'Europe sociale, oui, elle peut exister, c'est un combat à mener à moyen terme. Il ne faut pas, au prétexte qu'il y a aujourd'hui des politiques néolibérales qui s'appliquent à l'échelle de l'Union européenne,
se replier et en revenir à des solutions nationales, parce que dans la libéralisation actuelle, le néolibéralisme à l'échelle de la planète et la course, la compétitivité entre Inde, Brésil, Chine, comme je le disais tout à l'heure, de croire que la France peut en revenir sur ses frontières nationales et sortir de l'histoire, c'est totalement, enfin, contre-productif comme idée. C'est une idée qui n'est même pas possible. Donc c'est dans un cadre européen comment proposer des solutions alternatives qui soient écologiques, sociales et qui soient autre chose que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Mais l'idée européenne en tant que telle mérite mieux que ça. Alors, elle s'est construite dans les crises. Je suis pas sûr qu'elle soit finalement construite tant dans les crises. Oui, forcément, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'Europe obligée. Les dirigeants sortant d'années de ruines et de massacres collectifs comme l'histoire de l'humanité n'en avait jamais connu, n'avaient d'autre choix que de construire cette Union européenne. Mais après, c'est une construction pas à pas qui se joue au quotidien, mais qui nécessite d'avoir des hommes politiques à la hauteur des enjeux de l'histoire et des hommes politiques des hommes et des femmes d'ailleurs politiques qui soit vraiment à la hauteur des enjeux et les enjeux d'aujourd'hui. C'est l'enjeu du réchauffement climatique et de la nécessité de la transition écologique. C'est l'enjeu du modèle d'une autre croissance ou d'une décroissance dans certains secteurs face à la finitude des ressources et face à la crise de la biodiversité et la crise écologique. C'est des remèdes face à la crise économique pour lutter contre le chômage, mais ça nécessite d'avoir de nouveaux modèles. Et tous ces modèles-là doivent être pensés à l'échelle européenne par des hommes et des femmes politiques qui aient une autre vision qu'une vision purement comptable, une vision purement technocratique ou une vision purement nationale de tous ces enjeux. Donc c'est pas tant d'une crise dont l'Europe a besoin que d'une génération d'hommes et de femmes politiques pro-européens, ambitieux, ayant un peu d'imagination aussi, il faut le dire, parce que je crois qu'on manque surtout cruellement d'imagination face aux enjeux du XXIe siècle. Et ça passe, oui, ça passe peut-être par une crise, mais là nous sommes en pleine crise. Ça fait 30 ans que, enfin moi je suis né en 1980, j'ai toujours entendu parler de crise. On n'a connu que ça, la crise pour l'emploi, la crise du chômage, la crise énergétique, la crise climatique. Donc les crises, elles sont là. Donc c'est pas tant d'une crise dont l'Europe a besoin pour s'en sortir par le haut, mais d'une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Ceux qui sont passés par Erasmus, par exemple, et qui ne voient plus l'Union européenne comme une France ou comme leur propre État national en grand, mais comme une construction juridique complexe, avec plein de cultures qui se mélangent et qui... C'est ça, cette formidable aventure commune, c'est toute la diversité de ces multiples cultures qu'il faut arriver à penser de façon complexe. Et ça nécessite une nouvelle génération. C'est surtout ça dont on a besoin aujourd'hui, je crois. Et beaucoup d'imagination. Et malheureusement, Edouard comme moi, nous étions des admirateurs notamment de Daniel Cohn-Bendit, qui a fait vraiment avancer l'Europe avec des idées de ce qui n'était pas toujours partagé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, aujourd'hui il part et c'est des gens de cette envergure dont on a besoin. Donc dans les nouvelles générations qui viennent, on espère avoir des gens comme ça qui ont une vraie vision et une vraie ambition pour l'Union européenne.